notre premier invité de la saison, notre premier vendredi soir, Xavier Ripoche. Merci d'être avec nous, c'est super, c'est vraiment très joyeux de commencer avec toi. C'est vendredi, en direct de la Maison de la Méditation. Alors Xavier Ripoche, on te connaît bien dans l'école parce que tu étudies avec Fabrice Midal depuis 15 ans, 20 ans, enfin depuis très longtemps. Enfin, depuis 2005. 17 ans, oui. Donc, tu vois, 2005, ça fait 17 ans. Je me souviens très bien de ton arrivée dans l'école en 2005. Et tu enseignes la méditation dans l'école depuis de nombreuses années également, et avec vraiment un intérêt tout particulier pour la voie bouddhiste qui est développée dans l'école et où tu interviens, où tu interroges. Et c'est donc assez naturellement et avec beaucoup de chance pour nous que tu as sorti ce livre, écrit ce livre, Les sources bouddhiques de la méditation, dont on va parler ensemble ce soir. C'est intéressant parce que tu es ingénieur de formation. Moi, j'ai une vision des ingénieurs assez scientifique, assez rationnelle. Je peux me tromper, hein. Pourtant j'en connais pas mal d'ingénieurs. Mais enfin, voilà, il y a un peu cette idée toute faite de l'ingénieur très carré, très rationnel, qui bien sûr s'appuie sur des données scientifiques pour avancer dans ses travaux et dans sa carrière. Et je trouve intéressant que ce soit un scientifique, un ingénieur qui écrive ce livre sur les sources bouddhiques de la méditation. Parce que peut-être tu vas nous montrer à quel point justement c'est solide et loin d'être trippy ou conceptuel. Alors d'abord, ma première question, Xavier, c'est en quoi penses-tu que revenir aux sources bouddhiques de la méditation, c'est important aujourd'hui ? Déjà, je voudrais dire quelque chose au sujet de ingénieur. Tu as bien raison, tu as bien raison. Parce qu'en fait, tu as tout à fait raison. Je suis rentré même dans la méditation par ce biais-là, par le biais rationnel, scientifique. J'avais lu un livre de Mathieu Ricard, je me souviens, et qui parlait accessoirement du bouddhisme, mais surtout de la méditation. Enfin, c'est ça qui m'avait intéressé. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est tout ce qu'il racontait sur les électrodes sur la tête, sur le fait que la méditation, ça pouvait augmenter notre potentiel, le potentiel du cerveau. Et c'est ça qui m'a mis sur la voie de la méditation, paradoxalement. Et le bouddhisme, vraiment, j'en avais rien à faire, mais vraiment rien à faire. Et donc, c'est vraiment très surprenant de se retrouver là, aujourd'hui, après quelques années, et puis tiens, mais j'ai écrit un livre qui traite quand même un peu du bouddhisme. Donc, c'est vraiment très paradoxal, et je suis le premier surpris quand je pense à mes débuts dans la méditation. Et donc, pourquoi les sources bouddhiques de la méditation, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu une évidence, et en fait, peut-être qu'un des déclencheurs de ce livre, ça a été tout ce que j'entends dire sur la méditation, tout ce que j'appelle des idées reçues sur la méditation qui viennent aujourd'hui sur Internet, un peu partout dans les médias. Il y a des idées qui circulent sur la méditation qui sont, à mon avis, pas à la hauteur. Et même des gens qui me parlent de méditation et qui m'en parlent d'un air entendu, sachant que moi je pratique, et qui me balancent des idées que je trouve complètement ras des pâquerettes. Et en fait, je suis toujours un peu... Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas comment répondre à... D'ailleurs, il n'y a pas de question. La méditation, c'est censé être tellement simple et tellement à disposition sur Internet qu'on croit savoir ce que c'est, et donc il n'y a même pas à poser la question. Donc je me retrouve parfois face à des gens qui croient savoir ce que moi-même aujourd'hui, je dirais que je ne sais pas encore, que j'apprends tous les jours ce que c'est. Et puis, je suis incapable de répondre. Et puis, ce qui m'est venu, c'est que, quand même, un bon moyen de se remettre les pieds sur terre sur la méditation, c'est de revenir aux sources. C'est que la méditation, il y a quand même des sources, et il y a des sources qui datent de 2500 ans,
qui sont les sources bouddhiques. Et je disais que le bouddhisme ne m'intéressait pas du tout quand j'ai démarré. Et puis je me suis laissé déborder, parce que d'une certaine façon, au bout de, je ne sais pas si c'est quelques mois ou quelques années, j'ai commencé à lire des textes autour du bouddhisme. Et puis je me suis rendu compte que ça me parlait vraiment de mon expérience méditative. Donc je suis rentré dans la méditation, pas du tout dans le bouddhisme. Et puis je me suis retrouvé vraiment à me dire, mais quand même, ce que disent les textes bouddhistes, ça me parle de mon expérience. Donc et puis voilà, je me suis laissé prendre au jeu finalement, et je me suis rendu compte que tous ces textes bouddhiques en fait nourrissaient complètement mon expérience. Ça, c'est une des idées reçues, par exemple, que j'entends parfois, c'est la méditation, c'est un peu comme la gymnastique, quoi. C'est une espèce de gymnastique mentale. Donc, on s'assoit, on se pose, et puis voilà, on pratique la méditation. Il n'y a pas besoin d'autre chose. En particulier, il n'y a pas besoin d'étudier, il n'y a pas besoin de lire, a fortiori du bouddhisme. Rien à voir si c'est une gymnastique mentale. C'est pas la peine d'étudier. Et d'un certain côté, c'est assez facile à notre époque, parce que on n'aime pas trop le sens de l'effort. Donc se mettre à étudier, se mettre à lire, on préfère vraiment se coltiner avec la pratique elle-même. Donc il y a cette idée reçue que la méditation, c'est uniquement l'expérience, la pratique, et que le reste, c'est du blabla, ça ne sert pas à grand-chose. Et voilà, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut les deux. Il faut à la fois la pratique, mais la pratique, si on ne passe pas du temps à étudier, ça peut être des textes bouddhiques, mais ça peut être autre chose. Je ne dis pas que la voie bouddhiste est la seule qui permette de nourrir la pratique de la méditation, mais en tout cas, c'est une très belle voie. Et je me suis rendu compte pour ma part que lire ces textes, ça nourrit la pratique, et pratiquer, ça me permet de comprendre les textes. Donc c'est vraiment un aller-retour entre les deux. Oui, voilà. Puis quand tu dis on n'aime pas trop lire, on veut pas, voilà, on perd peut-être un peu le goût de l'étude et on préfère se coltiner la pratique, mais en fait c'est même pas ça. Les gens ne se coltinent pas la pratique non plus. Enfin, de ce que j'entends, de ce que tu dis, c'est peut-être, voilà, ils font une petite gymnastique pendant quelques minutes, mais ils n'ont pas de quoi nourrir leur pratique. Ce que tu es en train de nous montrer, c'est que ces textes, tu dis, ça parle de mon expérience, donc ça permet peut-être de se donner du courage aussi pour pratiquer, tout simplement, du courage pour méditer. Oui, oui. Et ce que je vois aussi, c'est que du coup, avec cette idée de reçu-là, ça va jamais très loin. C'est-à-dire que la pratique, ça sèche. Parce que quand c'est comme une plante qu'on n'arrose pas, en fait, elle meurt. Et donc, ces gens-là, finalement, la pratique s'affadit et puis ils passent à autre chose. Donc ça va aussi beaucoup avec le papillonnage. Oui. C'est-à-dire qu'on a cette idée reçue là ou d'autre, et puis du coup, la pratique ne s'ancre vraiment pas dans notre vie. Et puis, on se dit, ouais, ok, j'ai vu ce que c'est, et puis je passe à autre chose. Donc je vais aller, c'est un peu aussi ça, rebondir sur autre chose, et puis on s'ancre pas dans la pratique elle-même. Et il y a bien des voies dans la vie, mais à un moment, il faut en choisir une, et puis il faut s'y mettre. Il y a aussi cette idée-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est bien d'en choisir une à un moment donné, puis de l'explorer. Et ce que tu dis aussi, c'est que ça me fait penser à ce que disait le Karmapa, le 17e Karmapa, que la méditation n'était pas un bien de consommation de plus. Ce que tu dis, là, on papillonne, on jette. Toi, la proposition de retourner aux sources bouddhiques, c'est une manière de ne pas en faire un bien de consommation. Exactement, oui, c'est aussi un des dangers, c'est de vouloir en tirer un bénéfice, de vouloir atteindre des objectifs. Ça fait aussi partie de beaucoup d'idées qu'on peut avoir sur la méditation. Et la pratique, il faut accepter d'une certaine façon qu'elle n'ait pas de but, qu'elle n'ait pas de bénéfice quantifiable. Heureusement qu'il y a des bénéfices à pratiquer la méditation, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper, ou on ne peut pas y aller en ayant un objectif précis. On peut y aller en ayant une aspiration assez large, mais pas un but précis.
Oui, excuse-moi Xavier, justement tu dis à la fin du premier chapitre, tu écris « Pratiquer la méditation a à voir avec le fait de partir à l'aventure ». Donc ça c'est déjà plus intéressant que de penser que c'est un bien de consommation dont on va tirer bénéfice, jouissance et profit. Pratiquer la méditation a à voir avec le fait de partir à l'aventure. Les textes anciens parlent de cette aventure et de la richesse de l'expérience méditative. En nous mettant à l'écoute de ces textes, nous nous imprégnons de l'expérience de générations de pratiquants, c'est ce que tu nous disais, qui ont suivi le chemin de la méditation avant nous. Donc tu nous présentes dès le départ la méditation comme une aventure, en effet. Oui. Et une aventure, voilà, quand on lit les textes, donc à la fois on se relie à l'expérience de générations de pratiquants, et en même temps, le chemin qu'on a à faire, il nous est complètement personnel. C'est-à-dire qu'on n'a rien à copier. On a à s'inspirer de ce qui s'est fait dans le passé, mais s'inspirer au sens de nourrir sa propre pratique et sa propre expérience, et non pas au sens de copier n'importe quel modèle dépassé, quoi. C'est en ça que ton livre est d'ailleurs pas du tout dogmatique, mais on aura l'occasion d'y revenir. Tu nous invites sans arrêt à interroger notre propre expérience. C'est la manière dont on est d'ailleurs formé dans l'école de méditation, hein, mais c'est pas du tout dogmatique. Et à aucun moment tu nous dis, bah voilà, lui il a fait comme ça, donc on va faire pareil. On voit toujours le contraste entre ce que tu étudies et la manière dont tu l'appliques dans ta propre vie. Alors, parmi l'immense corpus de textes bouddhiques, hein, parce que tu viens de nous dire 2500 ans de pratiques, d'étudiants, de chemins, d'écrits, de personnes qui ont retranscrit. Donc il y a vraiment un corpus de textes extrêmement important. Comment tu as fait pour choisir, parce que les racines bouddhiques, les sources bouddhiques de la méditation correspondent à des textes sur lesquels tu t'es arrêté, d'abord que tu as sélectionné, sur lesquels tu t'es arrêté et que tu nous offres, que tu nous traduis d'une certaine manière. Comment tu as fait ton choix de ces textes ? Alors déjà, je suis parti des sutras. Donc, les sutras, c'est vraiment sont censés être ce que le Bouddha lui-même a dit, même si c'est pas lui qui a écrit les sutras, mais si c'est plutôt ses disciples qui ont transcrit ces discours du Bouddha. Donc les sutras, c'est les discours du Bouddha. Donc je suis parti de là. Après, donc je me suis particulièrement intéressé à ce qui revenait aussi souvent dans ces sutras. Donc en particulier, il y avait les états d'absorption qui sont qu'on développe pour atteindre un certain état de paix. Donc c'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé. Donc je suis allé vraiment là où ça m'intéressait. Je suis allé aussi du côté, par exemple, du Satipatthana Sutra. Donc sati, c'est l'attention. Donc, dans la méditation, il est question de l'attention. Donc ce sutra, c'est vraiment une base incroyable pour toucher du doigt ce que c'est que la pratique de la méditation. Donc voilà, je parle beaucoup de l'attention, de ce que c'est que sati. Donc il y a le Satipatthana Sutra, il y a le l'Anapanasati Sutra, qui est un sutra qui concerne plutôt la respiration. Donc on pratique la méditation et on explore ce que c'est que la respiration et on découvre par ce biais-là toutes les dimensions de la méditation. Donc, et je suis parti aussi, c'est des sutras dont j'avais aussi entendu parler, donc il y avait aussi une certaine curiosité à ne pas aller beaucoup plus en profondeur dans ces sutras. Donc j'ai lu des livres, j'ai passé beaucoup de temps à lire des livres comme par exemple le Visuddhimagga, qui est aussi, donc c'est pas un sutra du Bouddha, c'est quelque chose qui est beaucoup plus tardif, mais qui donne un éclairage justement sur tous ces sutras, qui a été écrit à peu près 1000 ans après l'époque du Bouddha. Donc c'est aussi assez intéressant de voir comment était vue la méditation à cette époque-là. Et c'est une belle synthèse d'un grand nombre de sutras. Donc voilà, je suis allé... C'est un commentaire on pourrait dire que c'est un commentaire des sutras Oui, on pourrait dire ça. Oui. D'accord, ouais. Et j'ai été... Voilà, j'ai aussi discuté avec Alexis Lavis, par exemple, qu'on connaît bien dans l'école parce que lui,
c'est vraiment un grand expert dans le bouddhisme, et j'ai demandé conseil aussi sur quelques ouvrages à lire. Mais à part ça, voilà, j'ai fait mon propre chemin, et j'ai fait mon propre chemin dans les choses qui me parlaient et qui me semblaient importantes à dire, et qui me semblaient aussi importantes pour éclairer la pratique de la méditation. Oui, oui, c'est l'avantage de ce livre, c'est qu'il est très incarné, il est personnel et incarné. Moi, j'ai lu beaucoup de livres sur le bouddhisme, et c'est vrai que souvent, ça laisse un goût soit de religiosité, soit de conceptualisation, un côté un petit peu intellectuel. Ça peut avoir des vertus, hein, bien sûr, tout ça, faut pas l'entendre comme une critique, mais en fait, avec quelque chose qui me concernait moins. Et c'est vrai qu'avec ce livre-là, le fait que tu ramènes toujours ça de façon très très pragmatique, je dirais, à ta pratique de la méditation, ça nous aide beaucoup à aborder ces textes. Par exemple, je trouve vraiment intéressant que tu démystifies l'état d'éveil. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres bouddhiques où on pourrait se dire, bon ben voilà, ça me montre un chemin pour atteindre l'éveil, mais bon, ce sera peut-être pas dans cette vie-là. Et puis en plus, comme moi je suis une femme, ce sera pas du tout pour moi. Donc là, voilà. Et toi, tu vas pas du tout par là. Tu nous dis, il me semble important de démystifier l'idée d'un état d'éveil, le nirvana qu'on atteindrait une fois pour toutes. Il y a bien des moments d'éveil, mais rien qui ressemble de près ou de loin à un état permanent que l'on pourrait atteindre. Je trouve que c'est... il y a un côté comme ça, presque... le mot qui me vient, c'est modeste, quelque chose d'assez humble dans ton livre, qui est pourtant extrêmement fouillé, écrit. On voit bien que c'est le fruit d'un travail colossal, parce que tu as vraiment fait un travail colossal. Mais voilà, il faut raison garder, il y a quelque chose de très modeste. Je ne vais pas vous apprendre à atteindre l'éveil en 10 leçons, je vais vous montrer comment explorer la méditation. Tu as fait attention à ça en écrivant ? Toi-même, tu pensais atteindre l'éveil quand tu as commencé la méditation ? Je crois pas, non. Je pense pas. Non, je pensais vraiment pas dans ce modifier mon cerveau pour qu'il soit plus performant. Ah oui, mais l'éveil, même ce mot-là ne me parlait pas, on peut dire. Mm-hmm. Mais bon, tu parlais aussi du côté religieux, c'est vraiment quelque chose qui, moi, ne me parle pas. Je peux comprendre qu'il n'y a pas un bouddhisme, il peut y avoir plusieurs bouddhismes, il peut y avoir un bouddhisme religieux, mais c'est clair que le parti pris dans ce livre, c'était de ne pas y aller dans cette direction. Tu as eu tu as fait quelques voyages en Asie, tu as vu du bouddhisme religieux Oui, donc oui. Je me souviens, quand j'y repense, c'est assez impressionnant aussi. Je suis allé en Thaïlande, il y a des années de ça, et je me souviens en tout cas de ce que j'interprétais à l'époque comme quelque chose d'un peu religieux. Voilà, je pense que ça me donnait vraiment l'impression, après je ne peux jamais complètement savoir, mais ça me donnait l'impression que les gens, ils priaient Bouddha pour je sais pas, avoir une vie meilleure, pour avoir une réincarnation, je ne sais pas. Et ça ne me parlait pas du tout. Et ce qui est très marrant, c'est que quand je me souviens en Thaïlande, moi j'y étais en touriste, et encore une fois, le bouddhisme ne m'intéressait pas, et ce n'est pas ce que j'en voyais dans ce pays-là qui aurait pu m'intéresser. Ce qui me semble aussi parfois, je pense à ça aujourd'hui, j'ai visité Borobudur en Indonésie, ça fait des années. Donc Borobudur, c'est le plus grand temple bouddhiste, et j'y suis allé en touriste, comme tout le monde, appareil photo, clic-clac. Donc j'ai sans doute été impressionné par le lieu, mais parfois je me dis, mais si j'y retournais aujourd'hui, je sentirais peut-être plus quelque chose de spirituel, à côté duquel je suis complètement passé à l'époque. Donc j'y suis allé en tourisme, et encore une fois, c'était un bouddhisme qui ne me parlait pas du tout à l'époque. Donc finalement, le bouddhisme a commencé à m'intéresser à partir du moment où je me suis intéressé à la méditation. Autre chose qui est assez frappant, c'est je comprends aussi aujourd'hui pourquoi j'avais ces idées un peu
un peu caricatural, disons, sur le bouddhisme. C'est que même encore, aujourd'hui, je fais parfois ce petit exercice d'aller sur Internet et puis de taper le mot bouddhisme. Et ce que je trouve sur Internet, la plupart du temps, c'est voilà, il faut développer la paix intérieure et comme ça, on va développer la paix dans le monde. Et quand je relis ce genre de choses, encore aujourd'hui, ça ne me parle pas, je ne comprends rien. Ça ne correspond pas à mon expérience et ça ne correspond pas à mon entente du bouddhisme. Et ça aurait, encore une fois aujourd'hui, si je lis ça aujourd'hui, j'ai envie de prendre les jambes à mon cou et de partir. Je ne veux surtout pas rentrer là-dedans. Donc, encore aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet et puis on trouve des trucs un peu prêchi-prêcha, un peu qui sont pas profonds, qui sont pas à la hauteur de ce qu'est vraiment pour moi aujourd'hui le bouddhisme. Tu le disais dès le début de l'entretien, tu as vraiment ce souci quand tu dis mes amis me parlent d'un air entendu de la méditation, mais voilà ce qu'on peut en dire, ce qu'on peut trouver, ou la plupart de ce qu'on lit sur la méditation, c'est pas à la hauteur, et on sent que vraiment cette recherche d'aller vers les sources bouddhiques de méditation, c'est vraiment ce souci de redonner de la profondeur à une pratique qui te passionne, quoi. Enfin, vraiment l'impression que ça finalement, je sais pas si ça t'a aidé à rendre plus performant ton cerveau, mais ça t'a peut-être changé la vie. Ah, c'est clair, oui, ça a changé la vie, ça m'a transformé en profondeur. Et voilà, et en même temps, je disais que face à ces idées reçues, ces idées toutes faites sur la méditation, je ne savais pas quoi répondre. Et c'est vrai que ce livre, pour moi, c'est une réponse possible. C'est plutôt que d'argumenter, de dire « mais non, c'est pas ça, c'est ça ». Ben, voilà, je préfère ne rien dire et donner le livre. Tenez, voilà. Lis ça, on en reparle après. Voilà. Alors, tu as trouvé un scientifique et qui t'a beaucoup inspiré, dont tu as beaucoup travaillé. L'un de ses livres, L'inscription corporelle de l'esprit, c'est Francisco Varela. Là, tu as trouvé un compagnon. Et tu en parles beaucoup dans ton livre, notamment dans un chapitre qui s'appelle « Les skandhas étudiés au laboratoire ». J'ai trouvé magnifique le titre. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui est Francisco Varela, un petit peu ce que sont les skandhas et un petit peu ce que c'est qu'un laboratoire? Alors, Francisco Varela, c'était un neuroscientifique chilien qui a travaillé aussi en France. Donc, il a travaillé au CNRS aussi en France. Et c'est quelqu'un qui était vraiment d'une intelligence incroyable, qui avait une culture absolument phénoménale. Il n'était pas scientifique dans un domaine particulier. Il avait commencé en biologie, je crois. Et puis il s'est intéressé aux neurosciences, il s'est intéressé aux mathématiques, à la philosophie, à la linguistique, enfin, à plein de domaines différents. Et il était d'une créativité absolument incroyable. Donc, il a écrit notamment un livre qui s'appelle « L'inscription corporelle de l'esprit ». Voilà, puis j'oubliais de dire aussi que Francisco Varela était un pratiquant de la méditation, qu'il a connu le Dalai Lama. Il a fondé avec le Dalai Lama le Mind and Life Institute. Donc, il a fait le lien entre les recherches neuroscientifiques et sa pratique lui-même de la méditation. Et donc, lui parle beaucoup des skandhas, parce que les skandhas, c'est un peu ce qu'on peut expérimenter quand on pratique la méditation. J'aime bien dire que les skandhas, c'est un peu comme la structure atomique de la matière. C'est-à-dire que la matière, on sait qu'elle est constituée d'atomes. Si on prend un microscope, on va trouver des atomes dans la matière ou des molécules. Et les skandhas, c'est un peu pareil. C'est-à-dire quand on pratique la méditation, on a comme un microscope pour regarder son esprit, et on trouve une structure qui est l'équivalent de la structure atomique. C'est-à-dire on trouve des petits grains de pensée. Nous, on a l'impression que notre pensée est continue, et en fait, ce que montre Francisco Varela en particulier, c'est que la structure de la pensée est discontinue. C'est comme des petits grains, des petits chapelets de pensée qui se suivent.
Donc c'est ça qu'il a beaucoup pratiqué en tant que pratiquant de la méditation. Et puis il a fait des expériences neuroscientifiques où il essayait de faire des corrélations entre les signaux qu'il enregistrait. Donc on mettait des électrodes sur la tête des cobayes et puis on enregistrait finalement ce qu'il appelait l'ombre de la pensée. Et on retrouvait une structure, disons, discontinue de la pensée. Et donc ça, c'est vraiment très frappant. Et ce que je dis dans le livre aussi, c'est que j'ai moi-même participé à une expérience de ce type-là, puisque mon père travaillait dans un laboratoire de neurosciences à la Salpêtrière à Paris. Et puis, il m'avait proposé de participer à une expérience comme cobaye. Et donc, on m'avait mis des électrodes sur la tête, donc j'étais très impressionné. Je devais avoir, je ne sais pas, 13 ans, quelque chose comme ça. Et puis, on me disait, ben voilà, on fait une petite expérience. Là, si tu vois une lumière rouge, tu appuies sur ce bouton-là. Si tu vois une lumière verte, tu appuies sur ce bouton-là. Donc, j'essayais vraiment de respecter la consigne. Et en relisant Francisco Varela, toutes les expériences qu'il décrit dans son livre L'inscription corporelle de l'esprit, je me suis dit, mais c'est exactement ça, c'est exactement cette expérience que j'ai vécue. Une chose que je ne dis pas dans le livre, c'est que Francisco Varela a travaillé à la Salpêtrière à Paris, et puis mon père a travaillé à la Salpêtrière à Paris, dans un laboratoire de neurosciences. Et donc, il y a quelques années, je lui ai dit, mais tu n'aurais pas connu quelqu'un qui s'appelle Francisco Varela? Donc mon père ne s'intéressait pas du tout aux travaux scientifiques. Il m'a dit « Ah, mais si, c'est lui qui a repris mon bureau quand je suis parti à la retraite. » Incroyable. Ah oui, oui, ouais. c'est... Donc, quelle coïncidence. Mon père a rencontré Francisco Varela. Ah, c'est excellent. Ah, très bien. Et Francisco Varela, c'est aussi lui qui a transmis la méditation à Fabrice Midal. Qui lui a exactement, ouais. Donc c'est marrant comme les liens sont parfois étranges. Voilà, donc j'ai parlé un peu de Francisco Varela, des Skandhas. Donc voilà, vraiment, les Skandhas, je vous laisse découvrir. C'est une partie qui est assez importante, mais que tu développes très bien, encore une fois, dans le livre, puisque tu vas pas à pas, skandha après skandha, en nous expliquant. C'est ce qui est bien, il y en a 5. 5, hein, c'est bien ça? 5 scandales. Ouais. Et tu nous les détailles pas à pas, et toujours en revenant à l'expérience. J'insiste là-dessus. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'une expérience de laboratoire? C'est vraiment, on met des électrodes sur la tête, et puis on enregistre les signaux électriques qui sont comme l'ombre de la pensée, puis on essaie de faire des corrélations entre ces signaux et puis l'expérience concrète de la personne. Oui. Alors là, c'est vraiment le côté scientifique. Et ça te passionne et tu nous transmets cette passion, et puis celle qui a tant animé Francisco Varela et qui effectivement a permis de comprendre beaucoup de choses sur les mécanismes de l'esprit. Mais tu parles aussi d'expériences beaucoup plus simples, si je puis dire, d'expériences. J'ai envie de lire un passage où tu es dans le Minnesota. C'était il n'y a pas si longtemps, donc tu étais en train d'écrire ce livre. À l'heure où j'écris ces lignes, je suis aux États-Unis, dans le Minnesota. C'est un climat particulier, très chaud l'été et très froid l'hiver, mais souvent avec un grand ciel bleu. On voit là l'esprit. Hein. Nous sommes au mois de décembre. Hier, beaucoup de neige est tombée. La petite maison où j'habite en est couverte. Ce matin, les nuages ont fait place au soleil qui fait scintiller la neige toute fraîche. Je suis ici depuis quelques mois et je commençais à m'habituer à cet endroit où les extrêmes se côtoient. Mais voilà, j'ai appris il y a quelques jours que ma mission allait se terminer prématurément. Changement de stratégie de l'entreprise où je travaille, ma présence ici, jugée absolument indispensable il y a 1 an, n'est maintenant plus nécessaire. Retour en France où je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je suis un peu triste, mais en même temps ma situation n'est pas désespérée. La méditation m'a sans doute permis d'être plus reliée au monde et moins sujet à l'anxiété. Je lis ce passage parce qu'il m'a beaucoup plu quand je l'ai lu, ça m'a touchée. J'ai vraiment eu l'impression de partager ce moment avec toi. Et puis c'est pour
aussi insister sur le fait que c'est un livre qui est très accessible, très humain, très simple, avec des expériences scientifiques, mais pas que, des analyses de textes, vraiment des brillantes analyses de textes majeurs du bouddhisme, mais avec toujours ce souci de relier ça à ta vie et aussi à la manière dont ça éclaire pour toi la vision des étoiles, du ciel, de la neige, la vision de ta tristesse, de certains moments de mélancolie. Et c'est vraiment... Et peut-être ce que je pourrais dire aussi au sujet de ces textes, c'est que ce que je dis dans le livre, c'est que finalement, c'est parfois comme des instructions de méditation. Que lire un sutra, c'est une instruction de méditation. Et quand on parle aujourd'hui de protocole, c'est finalement à l'antipode du protocole. Parce qu'un sutra, il y a un côté poétique, et c'est ça qui nous touche. Et un protocole de méditation, avec le côté prétendument rationnel et scientifique, au fond, ne nous touche pas, quoi. Et donc c'est ce que je pense que c'est aussi la richesse qu'on découvre dans ces textes, qui fait que ce sont comme des poèmes, et c'est ça, c'est comme ça que se transmet la méditation, beaucoup plus que par un protocole, qui est encore une grande idée reçue aujourd'hui. On va adapter la méditation, on va la dépouiller de tous ces côtés un peu ésotériques, religieux ou autres. On va faire quelque chose de bien rationnel, de bien scientifique, et comme ça, on aura juste l'élixir de la méditation. Et en fait, là, on se plante complètement. C'est pas du tout un élixir qui reste, c'est un outil. Bon, il ne reste pas grand-chose. Il ne reste pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. La différence entre transmettre de façon poétique, enfin quand tu dis poème, c'est donc avec toute la dimension de l'être, en fait, hein, de la profondeur de l'être humain, et la différence entre ça et un outil, effectivement, elle est immense. Et il y a aussi tout un chapitre pour toujours bien insister sur le fait que ton livre il est très expérientiel, par exemple. Bon, tout à l'heure, je lisais ce passage sur la démystification de l'atteinte d'un état d'éveil, et voilà, faut cesser on peut cesser de triper ou de rêver. Tu as tout un chapitre qui est intitulé « Entrer dans la dimension terrestre du corps ». Donc là aussi, il y a des idées reçues. C'est pas parce que justement ce sont des titres, des textes de la tradition profonds, poétiques, que ça va nous faire partir soit dans des états supérieurs, soit dans des dimensions supérieures, mais au contraire, ça va nous aider à habiter peut-être de manière plus poétique la terre. Habiter, tu dis, entrer dans la dimension terrestre du corps. Je trouvais très beau cette expression. C'est quoi entrer dans la dimension terrestre du corps pour toi ? Déjà, ce qui m'a aussi surpris dans ces textes, c'est le côté très concret. Il y a des choses aussi sur la posture. Donc, on s'assoit comme ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant de préciser qu'effectivement, poésie ne veut pas du tout dire abstrait. Exactement. En fait. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas du tout planant. Je disais que c'est poétique, mais poétique, ça ne veut pas dire que c'est complètement planant. Et au contraire, c'est très ancré, c'est très terrien. Il y a des choses qui sont extrêmement concrètes sur justement la dimension corporelle. Mais c'est un peu ce que veut dire Francisco Varela aussi, inscription corporelle de l'esprit. C'est ça le titre de son livre. Donc lui-même insistait aussi beaucoup sur cette dimension-là, mais c'est l'importance du corps, l'importance du lien à la terre, et non pas la lévitation. Je pense que ça, c'est... Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient cette idée-là, mais on ne sait jamais. Méditer, c'est pas léviter, c'est vraiment être posé sur la terre, c'est vraiment s'asseoir. Ce que je dis dans le livre aussi, méditer, c'est juste s'asseoir, mais on peut passer toute une vie à apprendre à s'asseoir. Oui, parce que tu dis, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient encore cette idée de méditer, c'est léviter, mais en fait, on peut quand même penser qu'on va léviter de manière conceptuelle. Effectivement, on sait bien que la magie, ça va être difficile. Le côté scientifique nous empêche de penser qu'on va léviter. Voilà, c'est ça. Mais ça n'empêche pas de penser qu'on va s'échapper, en fait, qu'on va s'extraire de notre vie, alors que tout ce que tu dis
dans ton livre et ce que disent ces textes que tu nous offres en partage, c'est qu'on va juste apprendre à mieux habiter notre terre, ce qui est un enjeu important. Ouais. Et donc je parle un peu de science dans le livre, mais j'ai dit que j'étais rentré dans la méditation par la science, mais je dois dire que aujourd'hui la science me paraît donner un éclairage intéressant sur la méditation, mais en aucun cas je pense qu'il faut chercher à expliquer la méditation par la science. Je pense que la science sera toujours assez réductrice par rapport à la richesse incroyable de l'expérience méditative. Donc c'est aussi quelque chose aujourd'hui, il n'y a que la science qui... même si on ne s'en rend pas compte, on veut que tout soit validé scientifiquement, et on pratique la méditation. Si c'est validé scientifiquement, il faut que tout ait le tampon validé par la science. Et ça, voilà, je veux dire que moi-même, j'étais dans cet esprit-là il y a des années, mais que quand je suis rentré vraiment dans la méditation, je me suis rendu compte que j'ai mis un peu la science de côté. Et ce qui est assez aussi paradoxal, c'est quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai fait une sorte de rejet de la science, et j'y suis revenu quelques années plus tard, notamment par le biais de Francisco Varela, qui avait une approche vraiment très intéressante et très intégrée. Mais voilà, je pense que la science, il faut la laisser à sa place. Elle nous apporte des choses incroyables, mais tout vouloir expliquer, justifier par la science, c'est vraiment une impasse. Oui, c'est vraiment un subtil équilibre que tu nous proposes en objectant clairement que la méditation n'a pas besoin d'être entièrement validée par la science, mais que pour autant on n'a pas besoin non plus de croire quoi que ce soit sur parole, et ça c'est l'aspect non religieux, puisqu'en fait on est dans un monde où on est sur les deux extrêmes, quoi. Soit c'est validé par la science, soit je suis obligée de croire avec une espèce de foi aveugle, sans tenir compte de ce que je sens vraiment. Et là on voit que les textes de la tradition ne nous demandent pas de croire sur parole quoi que ce soit. Le Bouddha ne demande pas de croire sur parole quoi que ce soit, il invite toujours par la pratique à faire l'expérience, à valider chacun si c'est vrai pour nous. Et même dans ce que le Bouddha parfois disait à certains disciples qui étaient d'autres traditions religieuses, comme Jain ou religion brahmanique, et il leur disait ne laissez tomber pas votre religion pour ce que je propose, quoi. Donc c'était vraiment très ouvert, et aujourd'hui c'est pas évident d'entendre ça aujourd'hui de la part de quelqu'un qui montre une voie spirituelle, de dire oui, moi je propose cette voie-là, mais il y en a d'autres, et je prétends pas que la voie que je propose soit la meilleure ni la seule. Oui. À un moment donné, tu parles quand même justement de Jack Canfield qui dit que, enfin son impression à lui, c'est que justement avec l'arrivée de la méditation en Occident, ça a un peu ouvert des espèces de chemins de tolérance où effectivement on était peut-être moins fixé religieusement que ça pouvait l'être. Par exemple au Tibet, où ça a un petit peu tourné vinaigre. Hein. Enfin, on a l'exemple du Tibet, on a l'exemple, c'est ce que dénonce aussi Thich Nhat Hanh au Vietnam. Enfin, voilà, où quand c'est devenu vraiment trop religieux, c'est devenu finalement très sectaire et très dogmatique. Et que peut-être ça a été une chance, l'arrivée en Occident Enfin, c'est ce que semble dire Jack Canfield que tu cites dans le livre. Oui, c'est vraiment intéressant d'avoir quelqu'un qui a... Il dit lui-même qu'il a eu 2 maîtres spirituels principaux. Il en a eu d'autres, mais il en a eu deux principaux. Et puis ils étaient chacun persuadés de détenir la vérité dans chacun de ces 2 maîtres. Et donc lui, il voyait que c'était vrai quand il s'adressait à un de ses maîtres, et il voyait que c'était vrai quand il s'adressait à l'autre maître. Et puis c'était vrai dans les 2 cas, mais voilà, il n'y a pas une voie qui lui semblait meilleure qu'une autre.
Et c'est intéressant parce que lui, il a vu vraiment différents aspects. Il est allé en Thaïlande, donc il a vraiment, il s'est vraiment coltiné avec la pratique. Donc il sait de quoi il parle. Oui. Bien, bah écoute, Xavier, il est temps d'ouvrir les questions à la salle, si tu veux bien, parce que vous êtes très nombreuses, très nombreux, donc c'est peut-être l'occasion aussi de poser vos questions à Xavier sur ces sources bouddhiques de la méditation, même si vous n'avez pas encore lu le livre, vu qu'il sort aujourd'hui, enfin il est sorti hier, mais peut-être que c'est l'occasion d'avoir une discussion assez ouverte sur le rapport entre méditation et textes traditionnels du bouddhisme. Bonsoir. Donc la question que je me posais, c'est quand j'ai commencé à lire Fabrice, et j'ai apprécié l'approche laïque qu'il mettait en avant. Je me disais, tiens, ça semble assez ouvert finalement. Et tout à l'heure, vous faisiez référence à un voyage, je crois, en Thaïlande, où on voit les gens qui prient. Et je me demandais si dans la prière, il y avait une forme de méditation ou pas, ou si c'en est absent, ou voilà, pour avoir votre avis là-dessus. Ah ben, mon avis, c'est effectivement, dans la prière, il peut y avoir une forme de méditation. Voilà. Même dans notre tradition occidentale, il y a eu aussi des formes de méditation dans la prière. Donc je pense que c'est une possibilité. Maintenant, voilà, je pense que quand je parle de l'aspect religieux, je pense plutôt à le fait de prier va nous sauver. Alors que je pense qu'il peut y avoir quelque chose de très beau dans la prière quand on n'espère pas que quelqu'un, Dieu ou le Bouddha, va nous sauver. Et que là, la prière peut vraiment être méditative. Merci Xavier. Je voudrais revenir sur ton expérience de la science où j'ai entendu 3 mouvements. Un premier dans lequel tu es né avec et tu as grandi avec. Ensuite, un mouvement de rejet, ou je ne sais pas comment tu l'as vécu. Et ensuite, un dernier d'apaisement avec la science, un nouveau rapport à la science. Est-ce que tu peux décrire, après avoir fait tout ce chemin-là, quel est ton nouveau rapport à la science ? Je dirais pas rejet. C'est vrai que je suis rentré par ce côté rationnel et scientifique. Après, je l'ai plutôt mis à l'écart parce que je me suis rendu compte que ça ne nourrissait pas finalement ma pratique méditative. Finalement, c'était un but extérieur, le fait de vouloir potentialiser son cerveau. Donc j'ai laissé tomber ce but assez rapidement. Et puis après, j'y suis revenu d'une façon plus sereine parce que j'ai vu que ça pouvait éclairer l'expérience, donc notamment avec Francisco Varela dont j'ai parlé. Il y a vraiment des choses très, 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 très fines. Donc ce que je dirais, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le rapport que j'ai avec la science aujourd'hui, c'est que je suis sûr que ça peut éclairer certaines choses sur la méditation, mais il ne faut pas s'imaginer que la science va tout expliquer. Parce que, voilà, sinon, si on part dans cette voie-là, c'est plus de la méditation. C'est comme si on voulait expliquer un poème scientifiquement, finalement. Parce que finalement, la pratique de la méditation, pour moi, ça a à voir avec quelque chose de l'ordre de la poésie. Donc la poésie, la science, elle est un peu impuissante pour nous aider sur ce chemin-là. C'est autre chose. Donc voilà, je pense qu'il faut arriver à faire la part des choses et pas se focaliser sur absolument tout justifier par une approche scientifique et puis laisser de la place justement à l'expérience poétique de la méditation. Et en ce sens, revenir au texte, au sutra et au texte que tu as sélectionné dans ce livre, c'est vraiment très précieux parce qu'on est bien sûr à une époque où on pense vraiment qu'on explique tout par la science. La vie, la mort, la maladie, la vie. On pense, enfin, comme ça, c'est même pas
malveillant de notre part. On pense que la science nous explique tout et donc il y a vraiment quelque chose à défendre. Et la manière dont tu le fais là, c'est en revenant à ces sources justement que tu dis poétiques. Et encore une fois, c'est vrai que c'est des textes qui peuvent redonner du souffle et de la profondeur à notre pratique. Tu as raison, sans réfuter la science. C'est pas question de réfuter la science, c'est de voir ses limites. La science qui quand même change sans arrêt en plus. Hein. En plus, oui. Ce qui est vraiment rigolo, c'est qu'on croit que la science c'est sérieux, et ça l'est. Mais enfin, ce qui est vrai un jour ne l'est plus le lendemain, et prouvé scientifiquement faux un an après, 3 mois après. Donc voilà, il faut raison garder là, parce qu'en fait la science, elle ne sait pas tout. C'est une discipline très très souple en fait. Et ils n'ont pas de problème à changer d'avis tout le temps. Peut-être ce que je pourrais dire aussi, pour répondre à ta question, je parle aussi un peu dans le livre de voilà, la conquête spatiale, lancer des satellites dans l'espace, le rapport qu'on a avec la Lune. On a quand même envoyé des hommes pour marcher sur la Lune et on considère que c'est vraiment une grande victoire que d'avoir marché sur la Lune. Et voilà, moi je me pose la question, est-ce que c'est une si grande victoire que ça ? Et qu'est-ce que c'est que la Lune? Est-ce que la Lune, il y a aussi le côté poétique de la Lune? Quand je regarde la Lune, je ne suis pas en train de vouloir faire de la conquête spatiale. Et donc il y a tout ce rapport entre le côté... ça peut être très utile d'avoir des satellites qu'on lance dans l'espace. On a tous des téléphones portables et puis on est bien content qu'il y ait des satellites, même si parfois on en dit du mal. Et d'un autre côté... voilà, ça c'est une facette de la réalité. Et il ne faut pas oublier le côté purement poétique de ce que c'est que la Lune. Et voilà, avoir envoyé des hommes qui marchent sur la Lune et qui ont dit c'est un grand pas pour l'humanité de marcher sur la Lune, je ne suis pas sûr que ce soit un si grand pas que ça. Comment on arrive à se dire, bon, c'est bon, là, j'ai lu 2 milliards de choses, c'est celle-là que je vais prendre? Déjà, c'est vraiment une bonne question parce que c'est vrai que l'équilibre entre l'étude et la pratique, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et ce que tu dis, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments où on est passionné par l'étude, par comprendre les choses, et puis on en oublie un peu la pratique. Et du coup, ça devient, voilà, ça monte dans la tête. C'est moins ancré dans la terre. On perd le côté terrestre et on perd le côté vraiment ancré de la pratique de la méditation. Donc c'est vraiment un dosage entre les deux, de bien maintenir cet équilibre. Donc là, il faut y aller par là où ça te parle. Donc moi, je ne dis pas que tout le monde doit y aller par la voie bouddhiste. C'est pour ça aussi que dans l'école, il y a d'autres voies. La poésie, par exemple, ça peut aussi être une voie. Il y a parfois des résonances entre des poèmes occidentaux et la pratique de la méditation. Donc c'est vraiment tout ce qui peut résonner avec la pratique elle-même. Mais... voilà, la philosophie, ça peut aussi nous aider à mieux faire l'expérience de la pratique de la méditation. Moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont nourri. Il n'y a pas que je ne suis pas, moi, juste... c'est pas parce que j'ai écrit un livre sur le bouddhisme que je ne fais que ça. Donc, je fais d'autres choses. Et puis, on a la chance aussi dans l'école d'avoir d'autres propositions que le bouddhisme. Donc je ne suis surtout pas en train de dire qu'il faut étudier les sources bouddhiques de la méditation. Je dis que c'est une belle voie, que ça vaut le coup de s'y intéresser, et qu'après, bon, voilà, s'il y a d'autres choses qui vous parlent plus, pourquoi pas. Mais il est d'accord. On a un adorable petit chien dans la salle qui approuve. Mais voilà, je pense qu'il faut arriver à trouver ce qui nous parle et ce qui résonne, ce qui éclaire la pratique. Ça peut être, voilà, ça peut être des gens comme Francisco Varela qui vont parler de leur pratique.
oui, ça peut être des gens qui ont écrit sur la méditation, mais pas par une approche spécialement bouddhiste. Merci. Et bonne découverte pour demain, alors. Ça, c'est bien. Bonsoir. Petite question que je me pose par exemple, sur le Sutra du Lotus. On dit qu'il existe des centaines de volumes, voire peut-être même plus. Et déjà, dans la version courte, c'est déjà riche. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils peuvent raconter de plus dans ces centaines de volumes? Voilà, ça m'intrigue. Donc, je ne crois pas que je les lirai. Et voilà. Alors déjà, le Sutra du Lotus, c'est vraiment un sutra fleuve. Donc là, j'en parle pas, parce que là c'est le Sutra du Lotus, c'est... Ou un autre, hein, peu importe. C'est vraiment ce qu'on appelle le Mahayana. Là, c'est plus le Hinayana, c'est-à-dire vraiment le bouddhisme, disons, des origines. C'est vrai que dans certains sutras, comme le Sutra du Lotus est un bon exemple, il y a quelque chose une richesse, et donc ça déborde. Il y a plein d'images, il y a un texte qui est très long, et c'est un peu ce que je disais au sujet de la poésie, c'est-à-dire que c'est pas le contenu, il pourrait se résumer peut-être à une page, mais on est emmené dans un poème, donc ça se répète, on a l'impression de lire 10 fois la même chose. Il y a une foule de gens qui sont présentés, des dieux, des Bouddhas. Il n'y a pas qu'un Bouddha, il y a plein de Bouddhas. Donc c'est vraiment le côté luxurieux de certains sutras, en particulier du Mahayana. Et voilà, c'est encore une fois, là, il n'y a pas grand-chose à comprendre. C'est de se laisser imprégner par ce genre de texte. Et est-ce que lire ce genre de texte est une pratique, alors? Ça peut être une pratique, oui. Il y a ça aussi, c'est pas forcément complètement séparé. Il y a un équilibre juste à trouver, comme tu as répondu, et puis ça s'entremêle aussi. Oui. Alors après, il y a les commentaires sur les sutras qui peuvent être encore des bibliothèques. Des milliers de volumes, là. Ok, merci. Je ne les ai pas lus, hein. Je vous rassure. En fait, j'avais plus le sutra du cœur, mais bon, comme tu dis, si c'est pareil pour les autres, Oui, alors le sutra du cœur a l'avantage, lui, d'être très court, par contre. Et il existe aussi, pareil, des centaines de volumes là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qu'ils peuvent raconter de plus? Eh bien, ils peuvent raconter, en particulier, j'ai parlé des 5 skandhas. Une des choses qu'il y a derrière le sutra du cœur, c'est les 5 skandhas. Donc les 5 skandhas, c'est une corbeille, il y a 3 corbeilles dans le canon bouddhique, et une corbeille, c'est l'Abhidharma, qui sont justement des analyses des sutras. C'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est développé au cours des siècles, et c'est ce qui a donné cette analyse en skanda, donc sur le fonctionnement de l'esprit. Et donc je disais que l'esprit... les 5 skandhas, ça montre la structure atomique de l'esprit, ça montre comment notre esprit est constitué à partir de ces petites briques, et comment notre sensation d'être quelqu'un, d'avoir une personnalité, etc. Tout cela est construit par les skandhas. Et le sutra du cœur, en fait, démontre tout ça. C'est-à-dire, il dit, ça c'est vrai, mais même les skandhas, ça n'existe pas. Donc c'est encore une autre approche où, après avoir patiemment élaboré une espèce de théorie atomistique sur l'esprit humain, il y a une partie du bouddhisme qui dit on balaye tout ça. Et ça, en gros, c'est le Mahayana. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui donne un grand souffle en disant c'est très bien d'avoir cette précision de description très fine de l'esprit humain, mais à un moment, on balaye tout. Une dernière question? Bonsoir Xavier, merci beaucoup pour ton partage d'expérience très précieux. Moi, ça m'intéresse beaucoup ton approche, parce que c'est vrai que ça me parle. Dans la pratique de la méditation, j'ai l'impression qu'on ne peut pas figer notre expérience, que
notre expérience de la réalité, c'est quelque chose qui coule en permanence. Et pour autant, quand on fait quelque chose, à un moment donné, on a besoin de figer les choses. Quand on écrit un livre, à un moment donné, faut faire un plan, j'imagine. Du coup, ma question, c'est quel a été ton processus de travail quand tu as écrit ce livre? Est-ce que tu as fait un plan? Est-ce que tu as eu une approche scientifique? Ou est-ce que tu as écrit au fil de l'eau, au fil de ton expérience, au jour le jour? Alors, je dirais que j'ai plutôt pris une direction, mais je n'avais pas de plan. Et d'ailleurs, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit, écoute, il faudrait que tu fasses un plan, il faudrait que tu détailles tous les chapitres, tous les sous-chapitres, tous les sous-sous-chapitres, et que là, tu prévois de dire une anecdote sur tel sujet, etc. J'ai jamais pu faire ça. Donc moi, et ça me crispait, ça me paralysait, cette approche-là. Non, j'avais une direction, c'est-à-dire je savais que, bon, j'ai commencé à parler, j'ai pris un thème, j'ai commencé à parler d'un thème, et puis après, je me suis dit, bon, tiens, j'aimerais bien aussi parler de ça, et puis j'ai changé 10 fois. Mais c'est vraiment comme ça que je peux écrire. Moi, je ne peux pas du tout écrire en ayant un plan dans la tête. Peut-être certaines personnes peuvent le faire, mais en tout cas, moi, non. J'y vais vraiment au feeling, mais c'est pas du hasard non plus. Je sens que je vais aller dans telle direction, je vois à peu près où je vais aller. On a eu des discussions au sujet de faut-il faire un dernier chapitre ou pas, parce que le dernier chapitre, le livre, il est plus bouddhisme des origines, donc ce que j'appelle Hinayana, le chemin étroit, donc un peu rigoureux, il y a un petit côté un peu laborieux aussi dans ce chemin-là. C'est pour ça qu'on parlait aussi du Sutra du cœur. Donc là, c'est une autre dimension, c'est le Mahayana. Et le dernier chapitre, il est plus dans cet esprit-là. C'est un chapitre qui ouvre sur quelque chose, sur une dimension plus ultime du bouddhisme. Et donc, voilà, c'est Fabrice qui m'avait suggéré de faire ça, et je pense qu'il avait tout à fait raison. Ça donne aussi une dimension autre. Ça fait que le livre n'est pas non plus restreint sur ce côté du bouddhisme, qui n'est pas le seul, en disant, ouais, il y a aussi autre chose. Merci beaucoup. Et ce dernier chapitre, d'ailleurs, résonne beaucoup avec le livre de Fabrice, « Foutez-vous la paix ». Et c'est pour dire aussi que parfois on pense qu'un livre comme « Foutez-vous la paix », c'est quelque chose qui est une sorte de slogan. Et au fond, derrière ça, derrière ce livre, il y a justement un côté extrêmement ultime. Mais Fabrice arrive à le mettre en mots pour que ce soit audible pour nous, mais ça, il parle aussi quelque part un petit peu à partir du bouddhisme. Merci beaucoup, Xavier, d'avoir écrit ce livre qui va nous être bien utile pour nous ressourcer. Les sources bouddhiques de la méditation, c'est sorti chez Almora Éditions. Et Fabrice Midal en a fait la préface. Et puis, je te remercie beaucoup. On va tous et toutes te remercier. Et puis, on te garde pour une séance de dédicace maintenant. Volontiers. Merci.